Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. C'est une rentrée très politique en France. À gauche, Arnaud Montebourg a déclaré sa candidature à la présidentielle. Le programme de l'ancien ministre de l'économie inclut la préférence pour les PME ayant des activités en France pour l'accès aux marchés publics et la création d'une grande banque nationale. Il défend également le dépassement des traités européens. Alors ce patriotisme économique peut-il fonctionner ? À droite, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de déclarer sa candidature aux primaires Les Républicains. Il est le 13e candidat. Il a sorti un livre, Tout pour la France, dans lequel il détaille son projet. Côté économie, il propose un programme libéral, baisse des dépenses publiques, suppression de 300 000 postes de fonctionnaires et réduction de l'impôt sur le revenu de 10%. Il veut revenir sur les 35 heures et doubler le crédit impôt, compétitivité emploi. Alors en quoi se distingue-t-il des autres candidats de droite ? Ce projet est-il efficace ? Enfin, un sommet a réuni François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi en début de semaine. Ils tentent de refonder l'Europe sans Londres. Sécurité, terrorisme et relance économique. François Hollande appelle à doubler le plan d'investissement européen, le fameux plan Juncker. Alors, est-ce possible ? Voilà, et pour cette première de l'année, j'ai le plaisir de recevoir Yves Bertoncini. Bonjour. Directeur de l'Institut Jacques Delors. François Calfon est avec nous. Bonjour. Conseiller régional de l'Île-de-France au Parti socialiste. Et puis Robin Rivaton est avec nous également, membre du conseil scientifique de Fondapol. Alors en France, vous le savez, la présidentielle s'accélère. À gauche, c'est Arnaud Montebourg qui a déclaré sa candidature. Le programme de l'ancien ministre de l'économie inclut la préférence pour les PME ayant des activités en France pour les marchés publics et la création d'une grande banque nationale sur le modèle du crédit mutuel. Alors ce patriotisme économique peut-il fonctionner ? Est-il compatible avec les règles européennes ? Quelques réactions et on en débat ensuite. 4 années plus tard, qui n'éprouve le sentiment d'un gâchis, d'une grande occasion manquée ? Pour moi, comme pour vous peut-être, le bilan de ce quinquennat n'est pas défendable. Ceux qui ont gouverné, oui, souvent d'ailleurs dans la période où il y a eu des choix très, très difficiles, notamment quand il s'agit d'augmenter les impôts, ces ministres qui à l'époque étaient restés au gouvernement utilisent des mots outranciers. Faisons face à 3 grands problèmes. Chômage de masse, terrorisme et la question européenne où nous ne sommes pas du tout dans une Europe que nous avons souhaitée. Donc ces 3 questions-là, il va falloir les prendre, j'ai envie de dire, au forceps. Vous voyez ? Et donc, on sait que ça ne peut pas être ceux qui ont échoué à le faire. Le chômage a commencé à baisser depuis le début de l'année. Il peut y avoir des mois qui se révèlent être bons, d'autres moins bons, mais la tendance, elle est là. François Calfon, je vois que vous soyez... Alors vous vous occupez tout de même de la campagne d'Arnaud Montebourg. Il faut le dire, j'ai juste une question politique avant de revenir sur son problème économique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un candidat à gauche au second tour de la présidentielle ? Ça dépend ce qu'il sort de notre primaire. Si elle est mobilisatrice et qu'il y a un renouvellement des candidatures, de la candidature, alors tout est possible. Si Arnaud Montebourg a des chances ? Écoutez, je lis l'actualité. J'ai vu un sondage Ipsos qui a été fait sur lequel Arnaud Montebourg bat M. Macron, bat M. Valls, bat M. Hollande. Tous les sondages ne disent pas ça. Mais oui, bon. Mais enfin celui-là, puisque on n'est pas là pour commenter les sondages, il a été fait sur 12 000 interviews par un institut très robuste qui s'appelle Ipsos. La gauche est en miettes tout de même, non ? C'est pas un risque. C'est une réalité. Et donc, qui a importé la primaire en France ? Arnaud Montebourg et d'autres. C'est un mécanisme par lequel on peut mobiliser son camp. Et si le président de la République lui-même, se sachant battu, est dans un mécanisme avec ses amis, finalement, de destruction de la primaire, on aurait une difficulté. Si c'est joué sincèrement, alors on peut s'en sortir. Donc Arnaud Montebourg tire à boulet rouge contre le bilan de François Hollande. Alors ce qu'il propose tout de même, c'est vrai que c'est intéressant, cette mesure pour relancer l'économie, alors une assurance vie pour soutenir l'économie. Il veut réserver les marchés publics des PME dont l'activité est en France pour justement les marchés publics et créer une grande banque nationale. Alors comment qualifiez-vous ce programme ? C'est quoi ? C'est du patriotisme économique ? C'est du protectionnisme ? Vous avez bien dit, patriotisme économique. On n'est pas loin du protectionnisme ? Non, parce que, regardez, puisque j'entendais le Premier ministre Manuel Valls, ont été pris quand Arnaud Montebourg était ministre, des décrets dits Montebourg pour sauver les secteurs stratégiques. Ces décrets existent depuis des décennies aux États-Unis et cela fonctionne. Je vous rappelle que si vous voulez créer la moindre société en Chine, vous êtes obligé d'être en joint venture avec des gouvernements régionaux. Votre modèle, c'est les États-Unis, ce que vous êtes en train de me dire. Je suis en train de dire que dans tous les grands ensembles économiques intégrés, on protège ses intérêts vitaux. Il n'y a que dans l'Union européenne qu'on organise, et je vais vous donner un élément que vous n'avez pas mentionné, qu'on organise la concurrence entre les entreprises. Airbus, aujourd'hui, ne serait pas possible avec l'évolution de la Commission européenne. Et pire que ça,
pire que ça. On organise au sein d'un ensemble intégré la concurrence des travailleurs. Imaginez un seul instant si aux États-Unis, vous aviez un mécanisme du type directive travailleurs détachés qui permet le moins disant social entre États fédérés. Ça n'existe pas. Tout le monde nous prendrait... Enfin, aux États-Unis, ça ne serait pas possible. Robert Rivalto, ça va contre les règles européennes tout de même de réserver justement certains marchés publics aux PME françaises, enfin en France en tout cas. Oui, ça va contre certaines règles européennes, mais c'est déjà possible aujourd'hui. Il suffit de mettre une part élevée sur la maintenance, par exemple. Une entreprise fait de la maintenance avec un niveau élevé un critère important, elle va être forcément locale, elle ne va pas faire de la maintenance depuis la Pologne. Donc on sait déjà faire ça. Est-ce que cette mesure de dire on va réserver une partie de la commande publique, donc la commande publique qui est commandée à l'étranger, aujourd'hui c'est 40 milliards d'euros. Est-ce qu'en réservant la commande publique réservée à l'étranger, c'est 200 milliards au total la commande publique, il y en a 20% qui est fait à l'étranger. 40 milliards d'euros, est-ce que c'est ces 40 milliards d'euros qui vont sauver le pays? Non, sûrement pas. Monsieur Montebourg est intéressant parce qu'il dit que les premiers défis, c'est le marché du travail, c'est le chômage de masse. Est-ce qu'il propose la moindre mesure pour répondre à ça? Aucune. On parle de demande, on parle de financement des entreprises. Les entreprises françaises n'ont pas de problème de financement. On parle de détourner l'assurance vie. Comment vous pouvez dire une chose très bien. Vous n'êtes pas dans le même monde que les entrepreneurs. Où est le marché du travail? Les entreprises françaises n'ont pas de problème de financement. Justement, sur cette idée de banque nationale, la BPI ne fait pas le travail? Elle ne suffit pas. Je vais vous dire une chose, la BPI, c'est un excellent mécanisme. Et là, il y a une cohérence entre l'action d'Arnaud Montebourg, ministre, et sa parole. Mais là, il veut aller beaucoup plus loin, grande banque nationale. Je peux prononcer plus d'une fois, mais il y a un problème de changement d'échelle. Elle fait un excellent travail parce que ça peut déclencher du financement, soit des private equity, soit de la banque, quand il y a finalement une forme de cautionnement par la BPI. C'est un gage de sérieux. Simplement, il faudrait beaucoup plus, parce que contrairement à ce que vous dites, et ce que disent les statistiques, qui ne sont absolument pas la réalité vécue, parce que les statistiques, s'il vous plaît, les statistiques, elles prennent les encours. Elles ne prennent pas le nombre de dossiers présentés. Et si vous regardez le nombre de dossiers présentés, de financement, de cautionnement, de trésorerie par les PME, PMI, alors vous avez une véritable difficulté. Et la solution, c'est une banque nationale. Ça ne sont pas les entreprises du CAC 40 que je ne stigmatise pas, mais qui font l'essentiel de leur business hors de France. Ce sont les PME françaises qui n'arrivent pas, pardon de le dire, qui n'arrivent pas à grandir. Donc le défi qui est présenté par Arnaud Montebourg, mais beaucoup d'autres, puisque le Premier ministre dénonce Arnaud Montebourg, mais dans la même émission que vous avez citée, lui-même reprend la nécessité finalement de réserver un certain nombre de marchés publics au Made in France. Donc c'est ça le sujet, c'est d'avoir une croissance plus riche en emploi qui s'appuie sur des PME qui arrivent enfin à grandir avec des écosystèmes soutenus par des banques qui tiennent leur parole comme ça se fait en Allemagne. Est-ce que c'est la solution, effectivement, une forme de protectionnisme, une forme de patriotisme économique, alors qu'on a des règles européennes, évidemment, qui ne vont pas tout à fait dans ce sens. Oui, mais le piège, c'est de se heurter directement aux quelques limites posées par l'Union européenne. Qu'il faille un patriotisme économique en France, comme il y en a en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Grèce, nul doute. La France a tous les outils. La France a tous les outils fiscaux, sociaux. Elle peut créer une banque publique d'investissement, la faire évoluer. Non, mais que la France, d'abord, se saisisse, que le futur président de la France, se saisisse des outils qui sont parfaitement dans ses mains pour redresser ce pays, faire baisser son chômage, relancer sa croissance, relancer son investissement, faire baisser peut-être aussi sa dette publique. Tout est possible. L'essentiel est possible. La preuve, il suffit de regarder dans les pays d'à côté qui souvent se portent l'Europe n'est pas un mieux que nous, obstacle à ce type de parfois se portent moins bien que nous aussi. Ça nous console pour voir que l'Europe n'empêche pas grand-chose. Alors il est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, et c'est la bonne nouvelle, l'Europe ne nous empêche de rien fondamentalement. Tout est dans nos mains. Alors il y a quelques limites européennes en matière de déficit public, le 3%. Ça doit être ça qu'évoque Arnaud Montebourg quand il dit qu'il veut dépasser les traités, parce que c'est vrai que la France a déjà dépassé le traité sur les 3% depuis très longtemps. Quelques limites aussi, effectivement, dans l'accès au marché public. Juste 2 points là-dessus. Il y a effectivement une nécessité de rendre public les appels d'offres, que le meilleur gagne. C'est bon pour les contribuables, quand ce sont les entreprises, y compris étrangères, qui viennent gagner les marchés publics, parce que ça coûte moins cher. Et il y a effectivement des mécanismes pour faire en sorte que ça puisse être, dans la légalité, peut-être davantage des entreprises domestiques. Mais encore une fois, ne partons pas directement sur l'idée que l'Europe nous empêcherait d'être ce que nous sommes. Les débats macro ne sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est des choses concrètes. Vous avez eu la création d'1 million de chômeurs supplémentaires dans ce quinquennat, 1 million dans le précédent. Vous avez une directive qui s'appelle la directive travailleurs détachés. Il y a 500 000 travailleurs détachés en France. Vous savez même que sur le marché français, il y a 25 000
ce qui est rare. Et voilà. Et combien il y a de Français qui sont détachés à l'étranger? Combien de Français sont détachés à l'étranger? Vous le savez? Il y en a 500 000. Donc non, le jour où vous supprimez les travailleurs détachés, il y en a 300 000. C'est faux. Il y en a 300 000, vous le Alors ensuite, donc vous n'allez pas faire baisser de... Ok, très bien. Ensuite, en fait, c'est le problème des représailles dont parle Robin Rivaton. Vous faites du patriotisme d'un côté, vous avez des représailles de l'autre. Vous aurez des représailles. Souffrez que je représente un candidat. Tout n'est pas neutre. Savez-vous combien il y a de travailleurs détachés français qui travaillent en France? C'est-à-dire des travailleurs français qui travaillent en détachement sous un droit social différent. Il faut y mettre fin sans aucun problème. Mais que n'est-il pas fait? Que n'est-il pas fait par M. Sarkozy, par monsieur... Il y en a 25 000. 25 000. Vous parliez d'1 million auparavant. Arrêtez d'être dans le mépris, M. Rivaton. Parce que le mépris que vous affichez, c'était la possibilité de l'Union européenne. Et là, c'est le dépassement des traités. Alors, qu'on puisse défendre ces écosystèmes, c'est bien le moins. Mais continuez à avoir cette parole méprisante sur ces sujets de protection de nos écosystèmes. Et vous verrez la révolution. Juste pour faire une phrase, la question, c'est que ces solutions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles peuvent être plutôt bonnes. On peut la parler seule question, c'est qu'elles sont minimes par rapport à l'ampleur des tâches à mener, et notamment 500 000 travailleurs détachés, ça n'est pas minime. Notamment sur le et vous marché savez très du bien que travail. c'est pas la même nature d'emploi, parce que les emplois en question qui sont détruits en France, ce sont des emplois de personnes qui ne peuvent pas, comme ça, aller travailler à l'étranger, les CSP+. C'est précisément ceux qui ont le plus de difficultés d'employabilité. On est d'accord. Alors d'accord. Pour conclure, on considère que c'est un solde. Comment financer? On n'a plus le temps. Alors, comment financer? Parce que là, ça veut dire on laisse courir les déficits. Moi, je vais vous dire une chose. Comment financer? C'est la question normale qu'on se pose. On va en parler dans la deuxième partie parce qu'on n'a plus le temps. Je vous interromps, pardon. Restez avec nous. C'est juste après le journal qu'on se retrouve pour la deuxième partie de la semaine de l'écho. Reporter, présenté par Antoine Cormery. République démocratique du Congo, territoire de Béni. Malgré l'armée congolaise et 3000 casques bleus sur place, les massacres s'enchaînent avec une régularité de métronome. En 1 an et demi, les rebelles islamistes de l'ADF ont fait près de 1000 victimes. Terrorisés, mal protégés, la population a perdu tout espoir. Pourquoi ceux qui sont censés combattre cet ennemi invisible et omniprésent n'y parviennent-ils pas? Enquête au cœur d'un système sécuritaire à bout de souffle. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.